Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Il est officiellement le président élu de la République du Tchad. Le général Mahamat Idriss Déby est déclaré vainqueur à la présidentielle du 6 mai avec 61,03% de voix selon les résultats provisoires du scrutin. Un premier verdict contesté par l'opposition. Cette vague de chaleur et de sécheresse qui terrasse l'Afrique de l'Est, plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine à cause du phénomène climatique El Niño. Pour soulager la faim, la Zambie suspend sa taxe sur l'importation de maïs. Et en Côte d'Ivoire, l'armée se veut plus proche de son peuple en vulgarisant le concept Armée-Nation. Une flopée d'étudiants était en immersion au premier bataillon blindé d'Akwedo pour découvrir les métiers de la défense, mais surtout pour promouvoir les valeurs civiques et citoyennes. Mais tout d'abord au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby est déclaré vainqueur de la présidentielle. Le fils du feu président Idriss Déby Itno l'emporte dès le premier tour avec 61,03% des voix contre 18,53% pour Succès Masra, son principal adversaire dans les urnes. Selon les résultats provisoires du scrutin publiés ce jeudi par la commission électorale, le taux de participation est de 75,89%. La présidentielle du 6 mai marque l'épilogue d'une transition militaire de 3 ans, dirigée par le nouveau président élu. Alors que son principal opposant conteste ce premier verdict des urnes, le général Mahamat Idriss Déby a tenu à rassurer les Tchadiens et à remercier ses partisans. Écoutez sa première réaction à l'annonce des résultats. Tchadiennes, mes chers compatriotes, suite à l'annonce des résultats provisoires par l'ANCHE, qui me proclame vainqueur à 61,03%, je voudrais remercier en premier lieu le Tout-Puissant dont la grâce et la faveur ont couvert cette phase délicate. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi les présidents de ceux qui ont fait d'autres choix. Je voudrais aussi relever que j'ai une pensée particulière pour les candidats malheureux qui ont perdu la compétition. Je salue leur concours salvateur dans le cadre de cette élection. Aux millions des électeurs qui ont cru à mon projet de société et voté massivement pour cette victoire, j'adresse mes infinis remerciements et les assure que je mettrai tout en œuvre pour respecter mes engagements, Inch'Allah. Je ne saurais passer sous silence le rôle cardinal joué par la DNC, le MPS, les partis politiques membres de la coalition pour un Tchad uni, les forces de défense et de sécurité, les associations de la société civile et surtout l'apport des bureaux de soutien qui ont fait un travail formidable. Cela sans oublier le soutien fort, appréciable de tous les pays frères et amis, les institutions partenaires, notamment la facilitation assurée par la CAC qui accompagnait le Tchad dans sa marche sur le chemin de retour à l'ordre concerné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays. Et même si l'opposition conteste cette victoire, les observateurs nationaux et internationaux estiment que la présidentielle tchadienne était crédible, équitable et transparente. À en croire les organismes accrédités, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, en dépit de quelques incidents mineurs au sud et à l'est du pays. Rappelons toutefois que des ONG et institutions comme l'Union européenne avaient déploré la mise à l'écart de près de 3000 observateurs de la société civile. Reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Catherine Gombe. Le scrutin présidentiel du 5 au 6 mai 2024 au Tchad est libre, équitable et transparent. C'est le constat unanime que font les observateurs électoraux accrédités pour l'élection présidentielle. Selon les rapports préliminaires des observateurs nationaux et internationaux,
Les votes se sont déroulés dans le calme et la sérénité, malgré des incidents mineurs qui ont trouvé rapidement des solutions et qui n'entravent en rien le scrutin. Pour la mission d'observation de l'ONG Nouvelles Perspectives, par exemple, l'Autorité nationale de gestion des élections a bien pris en compte les recommandations faites en amont et a parfaitement réussi l'organisation du scrutin. La mission de notre ONG Nouvelles Perspectives a constaté que le scrutin du 5 et 6 mai 2024 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 5 et 6 mai 2024 libre et démocratique. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué la maturité politique des candidats et des électeurs tchadiens qui ont respecté les consignes de bonne conduite tout au long du déroulement du scrutin. Ils ont aussi salué le travail des forces de l'ordre qui ont géré avec précaution des incidents lors des votes sans occasionner de débordement. Ils recommandent par ailleurs à l'autorité en charge de gestion des élections de prendre en compte des suggestions des observateurs pour améliorer davantage la tenue des prochains scrutins. Il y a eu des manquements dans le sud et quelque part il y a d'autres endroits dans le nord. Mais est-ce que ces points isolés peuvent mettre en cause, ou remettre en cause le scrutin? Nous disons non. Évidemment, c'est un scrutin qui est organisé et tous les Tchadiens sont appelés à aller aux urnes. Chaque personne n'a pas la même moralité. Donc il y a des gens qui peuvent se lever avec ce qu'ils pensent. Et les forces de l'ordre qui ont été déployées ont travaillé avec professionnalisme. Plus de 8 millions d'électeurs ont voté ce 6 mai 2024 pour élire leur nouveau président de la République et mettre fin à la transition politique enclenchée depuis avril 2021 suite au décès de l'ancien président Idriss Déby Itno. Les citoyens sont sortis massivement voter le candidat de leur choix parmi les 10 qui concourent pour la magistrature suprême. Au Mali, clap de fin pour le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ce vendredi. Les assises avaient pour but de ramener la paix dans le pays après une dizaine d'années de crises sécuritaires et politiques. Au menu des débats, la durée de la transition militaire en place depuis 2020, mais surtout les conséquences de la suspension de l'accord d'Alger par la transition au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta avait jugé que ce traité signé en 2015 avec des troupes armées du Nord était contraire aux intérêts du peuple malien. Esther Konon nous en dit plus. En prélude aux recommandations finales du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui ferme ses portes ce 10 mai 2024, les participants soulignent le bon déroulement des discussions. Cette initiative prise par le président le colonel Assimi Goïta le 31 décembre 2023 devrait sortir le pays de la crise sécuritaire dans laquelle il est plongé depuis 2012 jusqu'à ce jour. Les travaux se déroulent normalement et je tiens à exprimer ma joie, ma très grande satisfaction face au comportement des Maliens pour ce dialogue. Les gens ont exprimé librement leurs pensées. Il n'y a pas eu de querelle. Chacun a dit ce qu'il voulait. Il n'y a pas eu d'interruption. Et chacun a exprimé ses idées. Cette phase du dialogue intermalien se décline, selon le comité de pilotage, comme l'ultime étape de synthèse et de consolidation des recommandations issues des discussions préliminaires tenues dans les communes, les régions, les ambassades, les consulats et les universités de Bamako et Ségou. Ah oui, les discussions se passent dans de bonnes conditions parce que les discussions se passent dans la franchise, dans la vérité, dans la justice. Donc nous sommes en train de faire ces recommandations. Moi, je fais partie de la commission de défense et sécurité. On a eu beaucoup de recommandations, on a échangé, on a débattu des problèmes du Mali et nous sommes en train de chercher les solutions. Les 3 jours ont permis vraiment de déceler des problèmes et d'en trouver des solutions par rapport à ce qui secoue le Mali de 2012 jusqu'à présent. Moi, je suis de la thématique 1, paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous avons fait des fortes recommandations par rapport à la paix.
Pour rappel, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale intervient après la décision des autorités de la transition de mettre fin à l'accord d'Alger de 2015 qui a pris un chemin de non-retour fin 2023. Les conclusions, recommandations et résolutions qui émergeront de ces discussions seront consignées dans un rapport final qui sera remis au chef de l'État malien. Et c'est une urgence climatique qui perdure. La sécheresse met à rude épreuve plusieurs pays d'Afrique de l'Est depuis quelques semaines. Pour contrer les menaces de famine, la Zambie a décidé le 8 mai 2024 d'augmenter ses importations de maïs en les exonérant de taxes. Près de la moitié des 2 millions d'hectares de maïs plantés dans le pays ont été dévastés par la sécheresse, plongeant 6,6 millions de personnes en situation d'urgence alimentaire. Les autorités devraient délivrer des permis aux Zambiens pour l'importation de maïs dans les prochains jours. Mildred Yamou. Depuis février 2024, la Zambie est durement frappée par une sécheresse prolongée provoquée par le phénomène climatique El Niño. Environ 9,8 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, dont 6,6 millions sont en situation d'urgence alimentaire selon le gouvernement. Près de la moitié des 2,2 millions d'hectares de maïs plantés ont été détruits par la sécheresse, ce qui devrait diminuer de près de 50% la production céréalière du pays en 2024. Pour faire face à la pénurie causée par la sécheresse, le gouvernement zambien a suspendu le 8 mai 2024 les taxes sur les importations de maïs. Le cabinet zambien a approuvé la suspension des taxes sur tout le maïs importé afin de remédier à la pénurie causée par la sécheresse. Le ministère des Finances a été chargé par le cabinet d'exécuter immédiatement cette décision. Alors que le gouvernement sera au centre de l'importation de maïs pour les réserves stratégiques, le secteur privé est également encouragé à saisir l'opportunité et à s'engager dans les importations de maïs. La Zambie, deuxième producteur de maïs d'Afrique australe, connaît sa saison agricole la plus sèche depuis 40 ans. 84 des 116 districts que compte le pays enregistrent des précipitations inférieures à la normale, avec des conséquences dévastatrices pour la production alimentaire. Le gouvernement a opté pour l'importation de maïs, principale culture vivrière du pays, pour combler le déficit causé par cette situation. Le ministère de l'Agriculture devrait commencer à délivrer des permis, notamment aux acteurs du secteur privé, pour l'importation de maïs dans les prochains jours. Pour répondre aux effets néfastes de la sécheresse, l'accent est mis sur la fourniture d'une aide alimentaire aux personnes dans le besoin, ainsi que sur des interventions visant à favoriser un relèvement rapide et le renforcement de la résilience. Nous accordons une attention particulière aux investissements dans le développement de l'eau pour l'agriculture afin de produire davantage de nourriture et d'énergie, ainsi que dans l'approvisionnement en eau des ménages, du bétail et de la faune. 12,6 milliards de kwacha sont nécessaires pour l'aide alimentaire immédiate, dont 28,3 millions de kwacha sont disponibles, ce qui laisse un déficit d'environ 12,54 milliards de kwacha. Le 29 février 2024, le président Hakainde Hichilema a déclaré l'état de catastrophe nationale suite à la sécheresse qui a fortement affecté la production agricole. Le chef d'État avait également interdit les exportations de maïs pour éviter une pénurie. Selon les Nations Unies, 228 millions de dollars seront nécessaires pour venir en aide à 4,6 millions de Zambiens d'ici fin 2024. En Côte d'Ivoire, l'armée veut faire symbiose avec la nation pour promouvoir des valeurs civiques et citoyennes. À l'occasion de la fête patronale des agents, le premier bataillon blindé d'Akwedo dans le district autonome d'Abidjan a ouvert ses portes aux étudiants. Une journée d'immersion au cœur des métiers de la sécurité pour renforcer la confiance entre population et forces de défense et surtout promouvoir un dialogue constructif entre l'armée et la société civile. Philippe Akoua, reportage. Les dirigeants ivoiriens ont lancé divers programmes visant à inculquer des valeurs civiques et citoyennes à la jeunesse. À l'occasion de la fête patronale des agents du 1er bataillon blindé d'Akwedo dans le district d'Abidjan, une initiative appelée Armée Nation a été mise en place pour permettre aux étudiants de plusieurs universités du pays de découvrir les métiers liés aux forces armées. À défaut du service militaire qu'on connaît ou qui montre quand même des plus-values dans l'éducation et dans la formation de notre jeunesse, il était important pour nous cette fois-ci d'appeler, d'inviter nos jeunes frères des universités pour essayer de leur montrer ce qui est le métier des armes.
leur dit ce qu'on peut faire ici, ce qu'on fait. Quelles sont nos missions en temps de paix, quelles sont nos missions en temps de guerre et pourquoi est-ce qu'il est aussi important que l'intellect aujourd'hui ivoirien puisse s'intéresser à la chose des armes. Le premier bataillon blindé de l'armée de terre s'engage dans de telles initiatives pour renforcer la confiance des populations envers leurs forces armées. Le programme Armée-Nation vise à offrir aux citoyens l'opportunité de découvrir l'univers militaire, souvent l'objet de critiques et de méfiance de la part des Ivoiriens. Il y a un grand travail ici. On ne sait pas parce qu'on est à l'extérieur, mais des personnes se lèvent, travaillent dans la discipline, dans l'unité pour nous. Et c'est vraiment incroyable de voir des personnes défendre ce pays-là, des personnes travailler chaque jour en fait pour défendre leur territoire, défendre leur peuple. Dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, avec une menace terroriste à nos frontières et le besoin pour l'armée de reconquérir sa fierté. Donc ces échanges vont permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives, non seulement dans la lutte contre la menace terroriste, mais aussi d'innover dans les moyens et la façon de raffermir le lien qui nous lie à notre population. En 1962, la première unité blindée de Côte d'Ivoire voit le jour sous le nom d'escadron blindé de reconnaissance. Avec le temps, cette unité évolue et le 1er avril 1985, elle devient le premier bataillon blindé établi dans le nouveau camp d'Akwédo à Abidjan. Les cavaliers qui la composent incarnent l'excellence militaire, comme en témoigne la reconnaissance attribuée au chef d'escadron Blato Gissi, lauréat du prix d'excellence 2023. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.